Tout le monde le prenait pour un idiot inutile, mais il s'avère être le héros le plus puissant qui fait semblant d'être normal et crée immédiatement un harem. Alan était le héros le plus fort, mais il en a eu marre de sauver des humains sans valeur au détriment de sa vie personnelle. Alors quand il était sur le point de mourir, il a fait un vœu à la déesse qui pleurait à ses côtés. Il voulait vivre comme un homme normal dans sa prochaine vie. Ses vœux se réalisent et il devient le fils raté d'un duc. Un beau jour, il se réveille dans sa chambre alors que son jeune frère vient frapper à sa porte avec insistance et lui dit que leur père veut les rencontrer. Son père commence immédiatement à insulter Alan, lui disant qu'il est toujours un raté de niveau, un même après tant d'années, et que ses statistiques n'ont pas augmenté du tout. De plus, il n'a même pas reçu le moindre don divin de Dieu, contrairement aux autres enfants nobles. Il expulse ensuite Alan de la famille, affirmant qu'il est un échec et une tâche sur le nom de sa lignée. Alan quitte le château, complètement imperturbable, car il attendait ce moment pour pouvoir passer cette vie à s'amuser sans se soucier des autres, mais il réalise qu'il possède toujours ses pouvoirs de sa vie antérieure. Juste avant qu'il ne puisse partir à l'aventure, il entend un cri de jeune fille venant de loin. Il s'avère que ce sont deux jeunes filles attaquées par des monstres. La chevalière garçon manquée Betty tente de taillader et de poignarder les monstres chiens, mais même quand elle les met en pièces, ils se régénèrent aussitôt. Elle dit à la princesse nommée Lisa de s'enfuir pendant qu'elle bloque les monstres chiens, mais la princesse est catégorique et refuse de la laisser derrière. Alors elle se tient simplement derrière elle pendant que Betty fait de son mieux pour tenir les monstres à distance. Alan observe la scène de loin en utilisant ses yeux magiques et se souvient que quand ils étaient jeunes, des hommes à une fête se moquèrent de lui parce qu'il était inutile, mais Lisa est intervenue et a dit à ces hommes qu'au moins il faisait des efforts. Cela lui donne envie de l'aider dans cette situation, juste au moment où la guerrière incompétente s'effondre. L'un des chiens la lacère, la laissant inconsciente sur le sol. Les monstres sont sur le point d'achever leur besogne, mais Alan rassemble toute son énergie magique et court plus vite que l'éclair pour apparaître devant la princesse au tout dernier moment, saisissant le chien par la gorge. Lisa est choquée, alors qu'Alan attaque les trois monstres avant de sauter en l'air et de les scanner. Il découvre qu'ils ont tous un noyau à l'intérieur. Alors il utilise sa capacité spéciale qui crée un tas d'épées éthérées autour de lui et les lance sur les monstres chiens, les anéantissant complètement. Betty s'excuse auprès de Lisa pour son incompétence et pense que c'est la fin pour elle. Cependant, Alan s'approche d'elle et utilise sa magie de guérison pour la soigner entièrement et même restaurer son armure. Cela choque vraiment les jeunes filles, car tout le monde savait qu'Alan était un raté inutile, sans aucun pouvoir. Il ne peut pas leur dire que ce sont des pouvoirs de sa vie antérieure, mais les filles en viennent à la conclusion que ce doit être un nouveau type de bénédiction divine que l'Église ignore. Il demande ensuite à Lisa ce qu'elle fiche à la campagne, et elle explique que, pendant qu'elle priait la déesse, elle a reçu une prophétie selon laquelle elle devait se rendre dans un village lointain pour aider le héros. Il n'y avait pas d'autres détails, et elle a quitté la capitale avec Betty, qui était l'une des plus fortes guerrières, et sa garde du corps. Lisa demande ensuite à Alan ce qu'il fait ici, et il répond qu'il devrait en parler tout en reprenant leur voyage. Il se lève et répare le carrosse en utilisant sa magie de guérison. En traversant la campagne, Lisa apprend qu'il a été chassé par son père pour son impuissance. Maintenant, il veut simplement vivre une vie normale, loin de la célébrité et des gens. Elle le plaint et refuse même de le dénoncer au roi, bien qu'elle sache à quel point ses pouvoirs pourraient être utiles au royaume. Alan la remercie et promet de l'accompagner pendant qu'elle parcourt la campagne à la recherche du héros. Après un certain temps, ils atteignent enfin le village qu'elle cherchait, et chose surprenante, ils ne trouvent aucun monstre errant dans les environs, ce qui est très rare. Ils se promènent dans le village, mais il semble vide jusqu'à ce qu'ils voient enfin une horde de gens, tandis qu'une fille est expulsée de la maison d'un vieil homme. Cette jeune fille à la poitrine plate s'avère être Akira, l'héroïne actuelle, et elle détient l'épée toute puissante qui appartenait autrefois à Alan dans sa vie antérieure. Akira ne reconnaît même pas Lisa, et leur demande de l'emmener déjeuner d'abord parce qu'elle a faim. À l'intérieur d'un restaurant, ils commencent à manger, et Akira leur raconte qu'elle se promenait dans le village quand elle a aperçu une jeune fille courant à travers les bois. Elle l'a attrapée et lui a demandé si elle allait bien, mais celle-ci a affirmé que le dragon allait la dévorer. En entendant cela, elle a décidé de tuer le dragon et a caché la jeune fille dans une petite grotte avant de se diriger vers le village pour obtenir plus d'informations. Mais quand elle est entrée dans la maison du vieil homme pour poser des questions, il a refusé de parler et l'a jeté dehors. Alan trouve tout cela un peu suspect et théorise qu'il est possible que ces villageois essaient de sacrifier la vie de la jeune fille afin d'obtenir la protection du dragon, et c'est pourquoi il ne voit
aucun monstre dans les environs. Cette théorie a du sens pour eux tous. Alors Akira décide qu'elle va monter la colline et tuer le dragon toute seule. Lisa se porte immédiatement volontaire pour l'accompagner, car selon la prophétie, elle doit guider le héros, et Betty suit évidemment Lisa. Alan prend une profonde inspiration car il ne peut pas laisser ses amis seuls, alors il décide de les accompagner au cas où ils seraient submergés par le dragon. En montant la colline, Akira semble très confiante en ses capacités, et élabore un plan affirmant qu'elle ira droit devant et affrontera le dragon, tandis que les autres devraient n'y contourner la montagne et prendre le monstre en tenaille. Alan sait que cette héroïne est complètement inutile et se fera détruire, alors il propose d'aller seul par l'avant, pendant que les filles contournent la montagne. Cependant, Akira peut sentir qu'il est plus puissant qu'il ne le montre, et qu'il pourrait tuer le dragon sans la laisser combattre. C'est pourquoi elle veut aller par l'avant, puis demande à s'entraîner avec lui une fois qu'elle en aura fini avec le dragon. Alan accepte le plan, et Akira finit par aller droit sur le dragon qui se lève immédiatement et lui tire une énorme explosion de flammes. Elle l'esquive d'une manière ou d'une autre et utilise ses capacités spéciales pour lancer la foudre sur le dragon, mais sa magie est si faible qu'elle ne fait que le chatouiller tandis qu'il se moque d'elle. Soudain, le dragon lui montre que la petite fille est aussi là et révèle qu'il voulait simplement s'amuser à terroriser les villageois, c'est pourquoi il l'a relâché exprès. Cela met Akira en colère, et elle rassemble toutes ses forces et se précipite avec une attaque éclair, tailladant le dragon proprement, avant de poser comme une héroïne. Mais quand elle se retourne, elle trouve le dragon complètement indemne. Il rit et la gifle jusqu'à l'oubli, ce qui l'incapacite complètement alors qu'elle gît au sol, attendant que le dragon l'achève. Heureusement, Alan vient à son secours et tranche proprement l'une des ailes du dragon, le faisant tomber. Il dit ensuite aux filles de quitter la zone, tandis que le dragon charge sur lui à toute vitesse, mais Alan utilise simplement son attaque magique pour lancer une entaille aérienne qui frappe le dragon et l'arrête net dans sa course. Le dragon est très confus car il est le roi dragon rouge, le dragon le plus puissant du monde, mais Alan le scanne immédiatement et est prêt à porter le coup final. Mais le dragon commence à s'enfuir comme un lâche avant de sauter sur les filles. Il promet de les tuer si Alan fait un pas de plus. Mais Alan s'en fiche complètement et se précipite avec une frappe, pénétrant le dragon avec son épée et déchaînant son mouvement ultime qui détruit complètement le dragon. Tout le monde se réjouit de la victoire, et Alan réalise que les filles ne peuvent pas survivre un jour dans ce monde sans son aide et décide de retarder sa retraite jusqu'à ce que le travail de Lisa soit terminé. Le lendemain matin, il se réveille près de l'arbre pour trouver Lisa, le fixant du regard. Il regarde ensuite autour de lui pour voir la petite fille assise et observant, tandis que l'héroïne Akira et Betty s'affrontent dans un match d'entraînement pour décider qui est la plus forte d'entre elles. Soudain, Alan se souvient qu'hier, Lisa a utilisé une magie de guérison de classe sainte sur Akira quand elle était blessée. Mais Lisa lui dit de ne pas divulguer cette information à qui que ce soit d'autre car c'est un secret qu'elle garde, et Alan promet que son secret sera en sécurité avec lui. Juste à ce moment-là, Akira appelle Alan, affirmant qu'elles veulent aussi faire un match d'entraînement avec lui. Plus tard ce jour-là, ils se préparent tous dans le chariot, mais Akira décide qu'elle veut y aller seule, et ne veut pas voyager en chariot. Alan lui demande si elle irait bien, mais elle promet qu'elle sait se débrouiller et leur dit qu'elle emmènera la jeune fille avec elle. Cela rend Alan méfiant, alors il lui dit de se méfier du FBI et elle s'en va. Alan et les autres montent dans le chariot, où Lisa s'excuse auprès d'Alan car lors du dernier combat contre le dragon, son épée s'est brisée et elle lui dit qu'elle veut aller dans un village voisin, rempli de dégénérés, car son ami nommé Noël y vit et forge des épées incroyables. Alan lui dit de ne pas s'en inquiéter, mais accepte d'aller au village malgré tout. Pendant ce temps, de retour à la maison d'Alan, son père et son frère Karen parlent de l'échec de leur plan. Il s'avère que ce sont eux qui ont envoyé les chiens monstres attaquer la princesse, et qu'ils ont également passé un accord avec le dragon pour tuer le héros, car ils veulent se venger du royaume. Karen commence à crier, mais son père lui dit de se taire, tandis qu'il tourne son attention vers un vieil homme d'allure majordome et lui dit d'obtenir plus d'informations sur l'endroit où se trouve la princesse. De retour au village, Alan est choqué de voir la zone remplie de toutes sortes de demi-humains errant dans les environs pendant qu'il se dirige vers la maison de Noël. À l'intérieur, il la trouve allongée sur le sol, ce qui effraie Lisa, mais il s'avère qu'elle était juste épuisée après avoir travaillé toute la nuit. Lisa la soigne, puis lui demande de fabriquer une épée pour Alan, mais elle refuse catégoriquement, affirmant qu'elle a beaucoup de clients qui veulent que leurs épées soient polies et réparées d'urgence. Elle demande ensuite, ce qui est arrivé à son épée d'origine, qu'Alan lui montre alors. Elle le regarde avec dégoût
et affirme qu'elle ne pourra jamais forger une arme pour un homme qui ne sait pas en prendre soin. Lisa lui dit de vérifier une fois, alors elle utilise ses capacités spéciales pour voir comment elle s'est brisée et réalise que cette épée a été utilisée parfaitement à son plein potentiel et ce n'est qu'alors qu'elle s'est cassée. Cela la fait changer d'avis et elle accepte de faire le travail pour lui, puis les met tous dehors afin qu'elle puisse travailler en paix. Après cela, les trois décident d'aller en ville pour trouver un gîte où passer la nuit, mais il s'avère qu'une fille portant une robe très stupide les espionnait et qu'elle travaille pour le vieil homme majordome. Elle lui raconte ce qu'elle a vu, mais il est confus, car il ne devrait y avoir qu'une seule garde féminine inutile avec Lisa et pas un autre homme. Après avoir passé la journée en ville, Alan décide de vendre les écailles de dragon qu'il a récupérées à la guilde des aventuriers. Un peu triste, Alan se dirige vers la guilde des aventuriers et va au comptoir pour y trouver une autre réceptionniste à fourrure. Il lui donne l'écaille de dragon et lui demande de l'échanger contre de l'argent, mais cette créature n'a jamais vu d'écaille de dragon rouge de sa vie et se met à crier comme une folle. Cela attire l'attention du vieux majordome et de la subalterne qui s'approche d'un coup d'Alan, et le majordome commence à demander comment il a obtenu l'écaille. Alan lui dit que lui et son groupe ont eu un combat avec le roi dragon rouge et ont réussi à le gagner, et c'est pourquoi il a eu l'écaille. Le majordome utilise ses compétences pour vérifier son niveau, et réalise qu'Alan est un raté de niveau 1, alors il demande si le héros était dans son groupe. Alan répond honnêtement, en disant que le héros était dans leur groupe, et qu'ensemble ils l'ont vaincu. Le majordome semble satisfait, et s'éloigne dehors, où il dit à la subalterne que le gars est un nerd complet qui ne peut même pas couper son propre steak, encore moins tuer un dragon. Mais la subalterne est toujours appréhensive et affirme qu'elle a l'impression qu'il cache quelque chose. Le lendemain matin, Alan et son groupe retournent chez Noël pour prendre de ses nouvelles, seulement pour la trouver à nouveau inconsciente au sol. Lisa l'aide à reprendre conscience, tandis qu'elle dit à Alan que son épée est prête. Alan ramasse la fine lame bleue et affirme que c'est certainement l'une des meilleures épées qu'il ait jamais vues. Et immédiatement, l'elfe assoiffé commence à lui dire qu'elle veut qu'il l'essaie dehors. Lisa y met immédiatement un terme, forçant Noël à se reposer avant de faire quoi que ce soit. Mais après cela, il se dirige près vers la forêt pour essayer de tuer quelques monstres. En chemin, ils commencent à parler, et Alan demande à Noël pourquoi elle est forgeronne d'épée, car c'est généralement fait par des nains. Noël lui dit que c'est parce qu'elle a perdu sa famille quand elle était une jeune elfe, et en errant dans la forêt, elle a fini par être sauvée par une naine nommée Vanessa, qui était plus virile que toi. Vanessa a ensuite pris soin d'elle, mais un malheureux accident est survenu, et elle l'a perdue pour toujours. Avant qu'elle ne puisse expliquer davantage, le majordome est apparu une fois de plus avec la subalterne dans la forêt sans raison, et a commencé à demander s'il était là pour tuer des monstres. Mais Alan lui dit d'arrêter d'agir comme un harceleur de l'OSS. Le majordome s'en va rapidement. Alan va plus loin et trouve des monstres qu'il détruit facilement avec sa nouvelle épée, les réduisant en lambeaux, ce qui semble être un test suffisant pour l'épée. Mais cette Noël assoiffée n'est toujours pas satisfaite, et affirme qu'il devrait tuer des monstres plus forts, et l'entraîne plus profondément dans la forêt. Soudain, Alan s'arrête et utilise ses yeux magiques avant d'utiliser son épée pour fendre la barrière magique devant lui, révélant une abomination géante, mi-loup mi-tigre, qui donne à Noël un syndrome de stress post-traumatique, car elle réalise que c'est la chose qui a tué Vanessa, alors elle demande à Alan de la tuer immédiatement, tandis qu'Alan reste là, confus, ne sachant quelle décision prendre. Noël commence à se souvenir du passé, et de la façon dont elle a été horriblement négligée quand elle était jeune. Même si Vanessa l'a ramenée chez elle, elle lui parlait, ou ne s'occupait d'elle presque jamais, et passait la plupart de son temps à frapper la lame encore et encore, avec une pure détermination à chaque coup. Noël a essayé d'attirer l'attention de Vanessa de toutes les manières imaginables, car elle criait son nom encore et encore en vain, et même quand elle voulait de la nourriture, elle n'obtenait aucune réponse. Cela l'a un peu énervée, alors elle allait manger tout ce qu'elle pouvait trouver dans la maison. Mais même après cela, elle recevait le traitement silencieux de Vanessa qui continuait à marteler la lame comme une horloge. Finalement, Noël essaye de faire quelque chose de vraiment drastique et ramasse une épée avant de perdre l'équilibre et de tomber sur tous les autres outils. Mais malgré cela, Vanessa ne l'a même pas regardée une seule fois pour s'assurer qu'elle allait bien. Elle a fini par s'endormir à table, et quand le lendemain matin est arrivé, Vanessa a enfin terminé sa lame. Et ce n'est qu'alors que Noël a vu quelque chose ressemblant à un sourire sur son visage. Finalement, elle revient à la réalité et, les yeux remplis de larmes, dit à Alan de détruire la créature car c'est elle qui a tué Vanessa. Alan refuse de faire quoi que ce soit, car la bête n'essaie pas de leur faire du mal. En fait, elle est loin des habitations humaines, dormant paisiblement et s'occupant de ses propres affaires. En entendant cela, Noël arrache l'épée des mains d'Alan
et les dents serrées court vers la bête pour lui porter un coup fatal, seulement pour être arrêté par Alan qui la prévient que cela ne servira à rien, car la bête a un sort de protection autour d'elle qui ne permet pas à une attaque en dessous d'un certain niveau de l'atteindre. Selon lui, ils auront besoin d'une épée sacrée s'ils veulent blesser le monstre, mais Noël lui dit que son épée est assez bonne pour être considérée comme une épée sacrée. Alan lui dit que son épée est loin d'atteindre le niveau d'une épée sacrée. Et peu importe à quel point elle essaie, la lame ne fera même pas une égratignure sur la bête. Après avoir dit cela, il s'éloigne en lui disant qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Le soir suivant, il retourne en ville et retrouve Lisa et Betty avant de leur raconter toute l'histoire de ce qui venait de se passer dans les profondeurs de la forêt. Lisa est confuse quant à la raison pour laquelle un grand monstre se cacherait dans les jungles sans rien faire, mais Alan affirme qu'il soupçonne quelqu'un d'avoir intentionnellement amené le monstre dans cette zone, car ils ont utilisé un sort autour de la zone, ce qui a rendu la bête invisible à l'œil nu. Il se tourne ensuite vers Lisa et lui demande quelle était la vraie raison pour laquelle elle voulait venir ici, car il doute qu'elle vienne juste pour essayer de créer une épée. Lisa sourit avec embarras, avant de révéler qu'il a raison, et qu'ils sont venus ici pour enquêter sur le meurtre du général de leur armée. Selon elle, le général était un homme très juste et bon, mais un jour il a été retrouvé assassiné à l'intérieur de sa propre maison, sans aucun signe d'intrus et aucune preuve, à part le fait que le tueur a emporté la tête du général avec lui, laissant le corps derrière. Betty soupçonne que c'était l'œuvre d'un démon, car aucun humain ne possède cette compétence, mais ils n'ont aucune idée de la raison pour laquelle un démon se donnerait tant de mal pour tuer le général si secrètement. Pendant ce temps, dans la forêt, la subalterne vérifie le loup monstrueux, mais est confuse de savoir comment un être humain normal comme Alan peut détruire si facilement la barrière d'invisibilité qu'elle a mise en place. Elle retourne ensuite en ville pour retrouver le majordome et lui remet le rapport. Le majordome affirme que cette ville est ennuyeuse et qu'il veut partir, alors il dit à la subalterne d'aller tuer la princesse ainsi que l'elfe Noël, ce qui surprend la jeune fille. Le majordome le remarque et revient vers elle, lui disant qu'elle n'a pas le choix, alors qu'un collier d'esclave apparaît à son cou. Cette nuit-là, Noël recommence à travailler sur la lame après qu'Alan lui ait donné un tas d'informations sur les problèmes de la lame, et cette fois, elle était déterminée à produire une lame qui ne pourrait être égalée par aucune. Elle continue de frapper la lame, tout comme Vanessa l'avait fait, mais finit par s'épuiser et s'endort là où elle était. Dans ses rêves, elle est à nouveau témoin des événements qui se sont déroulés ce jour horrible où leur maison a été attaquée par le loup monstrueux, aux côtés du majordome qui voulait éliminer Vanessa de la Terre, simplement parce qu'elle essayait de fabriquer des épées qui pourraient rivaliser avec les trésors sacrés. Le loup la pousse à travers la maison alors qu'elle glisse en arrière, mais parvient à se stabiliser avant de se précipiter pour une attaque, mais à sa surprise, au moment où sa lame a touché le loup, elle s'est brisée en 1000 morceaux, tandis que le loup l'a déchirée avec ses dents acérées. Avec du sang coulant de ses dents, le monstre se retourne pour achever Noël, mais soudain, un énorme éclair le choque, et l'héroïne se présente devant Noël. Le loup ne s'en soucie pas vraiment, et essaie de l'attaquer, mais elle choque le monstre, une fois de plus, ce qu'il secoue comme si de rien n'était avant d'attaquer à nouveau. L'héroïne s'excuse de ne pas avoir pu sauver Vanessa, mais Noël est désemparé, car même après que Vanessa ait mis tout son dur travail dans cette lame, elle s'est simplement brisée à l'impact. Elle pleure à chaudes larmes, jurant qu'elle forgera une lame meilleure qu'une épée sacrée. Le lendemain matin, elle se réveille, se sentant bien mieux et plus légère. Elle se demande si Lisa l'a guérie et sort vérifier, mais ne trouve personne. Alors elle se remet au travail, tandis qu'il s'avère qu'Alan l'a soignée pendant la nuit pour s'assurer qu'elle restait en bonne santé. Plus tard ce jour-là, elle acheva enfin la fabrication de l'épée, et cette fois, absolument confiante que la lame était suffisamment solide pour rivaliser avec n'importe quel trésor sacré, elle s'aventure seule dans la nuit profonde pour tenter d'éliminer le monstre. Elle trouve le loup encore endormi et tente de lui sauter dessus, mais le loup la sent et la projette contre un arbre. Elle parvient à peine à se relever après cela, quand le majordome apparaît, la félicitant pour sa résistance, car la plupart des gens meurent lorsqu'ils sont frappés par le loup. Elle se précipite une fois de plus vers le monstre, mais avec la puissance d'une mauvaise animation, le loup parvient à esquiver et la frappe dans le dos. Le majordome lui dit de faire ses dernières prières, mais juste au moment où le monstre allait la tuer, Alan apparaît au milieu et repousse le loup d'un coup d'épée. Le majordome rit et dit à Alan que c'était son plan, car il s'avère que la roturière entrait dans la chambre de la princesse pour l'achever dans son sommeil, mais trouve son lit vide. Immédiatement, Betty et Lisa l'interpellent par derrière, car grâce aux barrières placées par Alan, elles peuvent ne voir à travers le sort d'invisibilité. La roturière tente immédiatement d'attaquer, mais Betty l'intercepte, et après un bref échange de coups, la repousse. Elle était sur le point de porter le coup de grâce, mais la princesse l'arrête
Et profitant de cela à son avantage, la roturière frappe Betty à la tête et attrape le bras de Lisa, mais s'arrête juste avant de la tuer. La princesse réalise que cette jeune fille est forcée de se battre lorsque Betty la frappe à la tête et l'assomme. Pendant ce temps, le majordome ordonne au loup de tuer Noël ainsi qu'Alan. Mais contrairement à ce qui s'était passé avec Vanessa, lorsque le loup a attaqué Alan, il a pu le transpercer sans que son épée ne se brise. Le loup meurt immédiatement et, craignant pour sa vie, le lâche majordome s'enfuit aussitôt. Alan ramène Noël à la ville où il retrouve Lisa et il se dirige vers la roturière pour l'interroger. Ils finissent par apprendre qu'elle a été réduite en esclavage lorsque le majordome a attaqué son village et tué tout le monde. Elle n'a donc eu d'autre choix que de travailler pour lui, n'ayant plus de foyer. Cela rappelle à Noël sa propre enfance, et de la même manière que Vanessa l'avait ramenée chez elle, elle s'approche de la roturière et la libère de ses liens, affirmant qu'elle la ramènera chez elle et qu'elles pourront vivre ensemble sous son toit. Cela la rend vraiment très heureuse et elle se met à pleurer, ce qui résout la plupart des problèmes, mais Alan n'en a pas encore fini et veut en finir avec le majordome pour de bon, une fois pour toutes. Il retourne seul dans la forêt une fois de plus et utilise ses attaques spéciales pour tenter de retrouver le majordome, mais il s'avère que pendant qu'il se cachait derrière les montagnes, un démon a fini par le trouver et l'a tué avant de quitter les lieux. Il s'avère que les ordres de tuer le majordome ont été donnés par nul autre que le père d'Alan lui-même, qui a engagé le démon et est également responsable du meurtre du général du royaume. Il dit au démon qu'il veut en finir avec le héros ainsi qu'avec la princesse, mais son fils s'interpose, disant à son père qu'il veut s'occuper personnellement du groupe de la princesse. Pendant ce temps, Alan et son groupe se trouvent à l'atelier de Noël. Ils ont cherché des pistes concernant les meurtriers du général, mais aucun indice n'a été trouvé jusqu'à présent. Noël donne soudainement une idée à Alan en racontant une histoire sur un certain village voisin où un fantôme portant une armure d'argent apparaît la nuit et hante le cimetière. Betty panique en entendant cette histoire car elle est terrifiée par les fantômes comme une enfant de 5 ans, et pendant que tout le monde est occupé à la taquiner à ce sujet, Lisa décide d'enquêter sur cette histoire de fantômes. Alan est également d'accord car les démons pourraient savoir comment ressusciter les morts et ils pourraient trouver des indices si cette histoire s'avère vraie. Ainsi ce soir-là, Alan et son groupe se rendent au village et trouvent les habitants affairés en pleine préparation pour Halloween. Lisa demande aux villageois s'ils ont vu un homme portant une armure d'argent dans les parages. Ils n'ont jamais rien vu de tel, et Lisa est déçue par leur réponse. Alan dit qu'il devrait aussi vérifier le cimetière du village, car Noël l'a clairement mentionné dans son récit. Il trouve le cimetière vide, mais Betty est en pleine alerte, et dès qu'elle entend le bruissement des feuilles, elle se retourne immédiatement. Elle s'attendait à un ennemi, mais tout ce qu'elle trouve est un homme aux yeux complètement blancs. Ils ne se doutent de rien et suivent l'homme, alors qu'il les conduit à la maison du chef du village. Ils rencontrent le chef du village, qui nie toute observation d'un fantôme portant une armure d'argent dans cette zone. Cependant, en guise de consolation, il invite Lisa et les autres à rester 2 jours et à assister au festival le lendemain. Alan accepte son offre instantanément, et le chef du village organise leur hébergement. Alors que Lisa dort dans sa chambre, elle rêve de son enfance. Elle voit son oncle, qui était un chevalier, et son garde du corps personnel. Elle l'aimait beaucoup, et lui aussi l'adorait tendrement. Soudain, son sommeil est perturbé par le craquement des planchers, et elle sort pour voir si quelque chose se passe. Alors que Lisa jette un coup d'œil par la fenêtre, elle est choquée de voir un chevalier en armure d'argent qui ressemble étrangement à son oncle. Le chevalier commence à s'éloigner, et Lisa le poursuit, finissant par arriver au cimetière. Le chevalier disparaît, puis soudain des zombies surgissent du sol. Lisa hurle de terreur, mais Alan la réveille alors. Il s'avère qu'elle faisait juste un mauvais rêve, mais le sentiment de terreur et de solitude n'a pas encore quitté Lisa. Alors elle s'accroche à Alan et lui demande de la laisser rester ainsi un moment. Le jour se lève, et le soir suivant, les villageois se déguisent en fantômes pour célébrer Halloween. Ils allument un immense feu de joie et dansent autour, tandis qu'Alan et les filles les observent attentivement. Soudain, l'homme aux yeux blancs de la veille s'approche d'eux et leur demande de se joindre à la fête. Lisa dit qu'elle est fatiguée, alors elle va se reposer, mais demande à Betty et Alan de profiter pleinement du festival. Alan soupçonne un mauvais coup se tramant dans le village, alors il utilise ses yeux magiques pour les scanner rapidement. Il accepte ensuite l'ordre de Lisa et court vers les villageois qui dansent, et Betty le suit de près. Juste au moment où Lisa s'est laissée seule, une étrange traînée de fumée passe devant elle, et elle entend soudain la voix de son oncle. Elle se retourne et le voit derrière une foule de villageois masqués, alors elle court avec empressement vers lui. Elle continue de se frayer un chemin à travers les villageois, tandis que le chevalier s'enfonce dans l'obscurité.
Finalement, Lisa atteint la forêt sombre et la fumée mystérieuse devient encore plus dense autour d'elle. Le chevalier d'argent apparaît devant elle et c'est bien son oncle. Il lui dit que venir dans une forêt la nuit est dangereux. Mais Lisa répond simplement qu'elle ne craint absolument rien parce qu'il est là, à ses côtés. Elle se souvient qu'il la gardait autrefois, alors qu'elle empruntait une dangereuse route de montagne. Leur carrosse fut attaqué par des monstres, alors son oncle se précipita dehors pour les repousser. Il fit de son mieux pour protéger Lisa et attaqua un monstre qui la visait spécifiquement. Cependant, le monstre ne mourut pas de son premier coup et l'attaqua à la place. Le chevalier fut gravement blessé, et le monstre le saisit dans sa mâchoire et commença à s'envoler au loin. Le chevalier utilisa toute sa puissance pour poignarder le monstre en plein cœur, et tous deux tombèrent dans la rivière en contrebas. Ce fut la dernière fois que Lisa le vit, et parce que l'équipe de recherche ne le retrouva jamais, elle crut qu'il était vivant, quelque part. Maintenant, elle lui demande où il était pendant tout ce temps, et le chevalier répond qu'il brûlait de haine pour la famille royale, tout en se cachant et en complotant sa vengeance. Le chevalier dit à Lisa que son père, le roi, essaie de la tuer, et elle a du mal à croire ce qu'elle vient d'entendre. Son oncle affirme que l'empereur cible les personnes nées avec des dons naturels. Il dit que ces personnes douées incluent le héros, Noël, le général qui a perdu la vie, et même Lisa, qui possède le pouvoir d'une sainte. Le chevalier croit que le roi considère les gens comme eux, comme les apôtres de Dieu, qui se rebelleront contre lui et détruiront son pays. C'est pourquoi il va tous les tuer. Le chevalier tend alors sa main vers Lisa, lui demandant de le rejoindre et de vaincre son père maléfique. Lisa est stupéfaite par ces paroles, mais elle décide tout de même de ne pas lui faire confiance aveuglément. Elle affirme que même si ce qu'il a dit est vrai, elle croit qu'ils peuvent résoudre ce problème en parlant pacifiquement avec le roi. Le chevalier réalise que la jeune fille ne va pas tomber dans son piège, alors il révèle sa vraie nature et commence à l'éviter en utilisant la magie noire. Il attaque Lisa, mais soudain, Alan arrive pour sauver sa bien-aimée. Il bloque l'attaque du chevalier et le force à reculer. Alan révèle qu'il a gardé un œil sur Lisa pendant tout ce temps, et il sait que le chevalier est actuellement contrôlé par un démon. Il utilise ses pouvoirs magiques et brise le sort jeté sur le corps du chevalier pour le libérer du contrôle du démon. Lisa s'inquiète pour son oncle, mais il se lève et lui dit que ses inquiétudes sont vaines pour lui, car il est déjà mort. Il remercie Alan de l'avoir libéré du sort qui l'obligeait à attaquer sa propre nièce. Il révèle que tout ce qu'il a dit à Lisa concernant le roi qui tentait de la tuer était un mensonge. Le chevalier demande ensuite à Alan de prendre soin de Lisa pour elle, et il promet qu'il la gardera en sécurité. Le chevalier est heureux d'entendre cela, puis il fait sa dernière requête à Alan et le met au défi de s'entraîner avec lui une fois. Alan accepte gracieusement le défi, et le chevalier se précipite vers lui le premier. Alors que Lisa les observe, elle se souvient comment son oncle lui avait autrefois promis de la protéger de tous les dangers du monde, jusqu'à ce qu'un homme plus fort que lui soit prêt à se tenir à ses côtés. Aujourd'hui est le jour où le vœu de longue date de son oncle s'est réalisé, et alors qu'il repose sur les genoux de Lisa, après avoir été vaincu par Alan, il lui dit d'arrêter de pleurer. Il dit qu'elle était vraiment comme une fille pour lui, et lui souhaite un bonheur éternel alors qu'il rend son dernier souffle. Plus tard cette nuit-là, alors qu'Alan surveille le village depuis le mur fortifié, le chef du village s'approche de lui. Il demande à Alan depuis combien de temps il connaît leur secret, et celui-ci révèle qu'il le savait depuis le tout début. Tous les habitants de ce village étaient morts, et le chef du village était celui qui les contrôlait par magie. Alan dit que malgré le fait de le savoir, il ne voulait pas déranger ce village paisible. Cependant, le chef du village n'a pas l'intention de vivre de sa miséricorde, car il est en réalité un démon. Il invoque ses zombies pour l'attaquer, mais Alan utilise son pouvoir et brise le contrôle du chef du village sur les zombies. Il envoie ensuite une entaille volante qui coupe le chef du village démon et tous ses zombies en deux. Il se désintègre, et le chef du village laisse derrière lui un noyau magique. Le lendemain, alors qu'ils reprennent leur voyage, Alan analyse le noyau magique et y trouve les pouvoirs de son jeune frère. Il croit que son jeune frère était derrière la réanimation de l'oncle de Lisa, ainsi que la mort du général. Cependant, Lisa reçoit soudainement un message d'un soldat, qui lui dit que le général censé être mort est soudainement revenu parmi eux, et personne ne peut croire cette nouvelle. D'autre part, le jeune frère d'Alan, Brett, rêve du jour où tout a mal tourné. C'était le jour où sa mère est morte, et son père a perdu courage, et toute la foi qu'il avait dans le monde. Il est devenu un homme amer et plein de ressentiment qui regardait ses fils avec dégoût et dédain. Brett était trop jeune pour comprendre ce que son père traversait, et il était souvent méprisé par lui. Les serviteurs parlaient de la façon dont Brett ne faisait que jouer,
malgré la perte de sa mère, et le comparait à Alan, qui était beaucoup plus mature pour son âge. Brett a déversé ce ressentiment sur Alan et l'a blâmé de le mépriser, tout comme leur père. Il se réveille soudainement, en sueur froide, et frappe son oreiller de frustration à cause du rêve. Bientôt, il va saluer son père, qui rit de manière maniaque en lisant une lettre. La lettre dans sa main brûle, alors qu'il déclare qu'il est temps de commencer leur vengeance sur ce royaume et sur les dieux eux-mêmes. Horrifié par la réaction de son père, Brett pense qu'il est le seul à être apte à diriger cette famille. Pendant ce temps, des rumeurs concernant le général mort revenu à la vie commencent à circuler dans la ville. Non seulement cela, le général ressuscité semble avoir rejoint la rébellion contre le roi et essaie de convaincre les citoyens de se rallier à sa cause. Le capitaine Edward des Chevaliers Royaux et son assistant se promènent dans la ville, écoutant les potins et les rumeurs. L'assistant pense que les rumeurs étaient inévitables, mais qu'elles se propagent à une vitesse suspecte. Edward croit également que quelqu'un essaie de répandre délibérément ces rumeurs, et son assistant lui demande ce qu'il pense du retour à la vie du général. Il répond que peu importe si le général est un imposteur ou un fantôme, car s'il agit comme un ennemi du royaume, les chevaliers le neutraliseront. Il est certain que si le général avait été vivant, il aurait pris la même décision que lui. Ils entrent dans une ruelle où une grande silhouette encapuchonnée apparaît soudainement devant eux. Les deux chevaliers se préparent à combattre, mais l'homme retire partiellement sa capuche pour révéler qu'il est l'archevêque de l'église. Édouard lui demande ce qu'il fait ici, seul dans un endroit aussi dangereux, et l'archevêque répond qu'il veut lui parler en secret et l'invite à l'accompagner. Édouard accepte son invitation, malgré les soupçons de son assistant. Il affirme qu'il ne va pas livrer bataille et que c'est simplement un voyage pour recueillir des informations. Il part avec l'archevêque, mais son assistant ne peut toujours pas se défaire de ce sentiment de malaise. L'archevêque conduit Édouard au terrain d'entraînement des chevaliers, puis disparaît immédiatement. Édouard est laissé seul dans la zone d'entraînement quand soudain, quelqu'un l'attaque par derrière. Il sent la soif de sang de l'attaquant à temps et part son attaque, seulement pour découvrir que c'est son vieil ami et le père d'Alan, Craig. Édouard le repousse et ils échangent de quelques salutations, parlant de la façon dont ils n'ont pas du tout changé en tant d'années. Édouard remarque qu'il n'a pas vu Craig depuis les funérailles de sa femme et lui demande pourquoi il est soudainement ici. Craig rit en le traitant de fou. Il révèle que l'archevêque est déjà sous leur contrôle et attaque Édouard, qui n'a pas encore compris ce qui se passe. Il bloque l'attaque de Craig tout en exigeant une explication et Craig déclare qu'il n'a plus aucun besoin de ce monde. Dans un autre endroit, Brett voyage en calèche pour exécuter leur plan. Cependant, la seule chose qui occupe son esprit sont les souvenirs de la mort de sa mère. Il était incapable de saisir le concept de la mort à ce moment-là et a demandé à Alan pourquoi leur mère ne se réveillait pas. Alan lui a simplement dit que toutes les personnes meurent un jour et l'a réconforté en lui tenant la main. À cette époque, leur relation n'était pas si mauvaise et Brett avait l'habitude de lui rendre visite quand il ne pouvait pas dormir la nuit. Il a demandé à Alan s'il était un échec, parce que leur père l'avait traité d'échec plus tôt. Alan a essayé de convaincre Brett qu'il n'était pas un échec et qu'il ne devait prêter aucune attention aux gens qui jugeaient sa valeur sans lui donner une chance. Cependant, il ne pouvait que pleurer, car il ne pouvait pas croire les paroles de son frère plutôt que celles de son père, et s'est enfui d'Alan. Bientôt, il a commencé à montrer des progrès, et leur père l'a reconnu et a commencé à traiter Alan comme un échec à la place. Brett était heureux de recevoir l'attention de papa, et aussi frustré que malgré que tout le monde le traitait de perdant, Alan n'y prêtait absolument aucune attention. Brett lui a dit qu'il était indigne de leur nom de famille. Mais Alan lui a dit que s'il se retrouvait un jour sur le mauvais chemin, il devrait lui demander de l'aide. Brett est tiré de sa chevauchée nostalgique lorsqu'une figure mystérieuse apparaît devant lui. L'homme mystérieux l'informe que leurs préparatifs sont terminés et demande à Brett de faire le point de son côté. Il répond qu'il a utilisé son don pour contrôler l'archevêque et attirer Édouard dehors. L'homme mystérieux pense qu'Édouard est un adversaire redoutable car il peut annuler n'importe quel don dans un rayon d'un mètre, et c'est pourquoi il est considéré comme invincible sur le champ de bataille. Brett affirme que son père s'occupe déjà d'Édouard, donc ils n'ont pas besoin de s'inquiéter pour lui. Si le pire des scénarios se présente, il est prêt à utiliser sa capacité spéciale pour exécuter leur plan sans être affecté par les capacités d'Édouard. Il rappelle à l'homme mystérieux que son camp a produit des échecs constants et demande s'ils réussiront cette fois, ce qui met l'homme en colère. Soudain, son partenaire se téléporte juste à côté de lui et rapporte que le héros est apparu. Ils disparaissent, après avoir averti Brett que tout échec de sa part ne sera pas toléré et il est déterminé à ne pas échouer comme son frère aîné. Pendant ce temps, l'héroïne Akira et la jeune fille Sarah, qu'elle a adoptée, voyagent à travers la ville.
Akira remarque une silhouette encapuchonnée qui les suit, et elle accélère rapidement le pas. Une fois qu'elle atteint une zone isolée, elle dit à ses traqueurs de sortir de leur cachette, et 4 hommes encapuchonnés apparaissent autour d'elle, déclarant qu'ils vont la tuer. Akira ne pense pas qu'ils en soient incapables, et les assaillants sont d'accord. Cependant, ils ont activé un sort qu'ils avaient placé sur Sarah et tous les habitants de son village, la transformant en une bombe vivante. Alors qu'Akira essaie de réconforter la jeune fille, les hommes encapuchonnés chargent leurs boules de feu, et leur chef déclare que dès que les boules de feu frapperont la jeune fille, son énergie vitale sera utilisée comme carburant, et elle explosera. Ils demandent à Akira si elle mourra avec la jeune fille, ou si elle l'abandonnera pour sauver sa propre vie. Akira est dans le doute, mais soudain, Sarah la repousse, lui disant de courir. Elle refuse de le faire et serre fortement la jeune fille dans ses bras, alors que les boules de feu sont tirées vers elle. D'autre part, l'assistant d'Edward a amené quelques chevaliers avec lui pour veiller sur leur capitaine, quand soudain, l'une des figures encapuchonnées apparaît devant eux. L'assistant interdit aux chevaliers d'attaquer, car il peut dire que l'étranger mystérieux est bien plus fort qu'eux. Cependant, il déclare qu'il n'est pas là pour leur faire du mal, et propose de leur révéler la vérité sur le monde. Dans la ville principale, l'archevêque et le général ressuscité, Cyril, apparaissent soudainement devant le public. Ils sont manipulés par Brett grâce à sa capacité spéciale. Le général Cyril s'excuse d'abord auprès des gens pour la confusion et la panique que les informations à son sujet ont causé. Puis il passe immédiatement à son programme et dit qu'il va maintenant leur révéler la vérité sur ce monde. L'archevêque s'avance et dit que les dieux leur mentent. Il affirme que les dons que chacun reçoit ne sont pas des bénédictions divines, ce qui trouble les gens. Cyril leur demande d'y réfléchir. Il souligne que la vie de chacun est dirigée par les dons qu'ils reçoivent. Pourtant, beaucoup de gens ne reçoivent pas les dons qu'ils désirent ou méritent vraiment. L'archevêque déclare que les dieux utilisent les dons pour contrôler les humains comme des marionnettes, mais qu'il existe un moyen d'échapper à leur esclavage. Il dit à tout le monde que, s'ils renoncent à leurs dons, ils seront libérés du contrôle des dieux et deviendront les maîtres de leur destin. Les gens ne croient donc pas ce qu'ils entendent, alors le général Cyril dit qu'ils ont quelqu'un qui peut répondre à leurs doutes. Sur ce, Brett fait son entrée et dit à tout le monde de regarder derrière eux. Ils y trouvent un monstre géant, ressemblant à un chien, et paniquent en le voyant. Brett leur dit de ne pas s'inquiéter, car le monstre a été créé artificiellement par eux pour les aider dans diverses tâches. Cyril affirme qu'un seul monstre équivaut à 10 000 soldats, et qu'il n'a aucune faiblesse. Tous croient les paroles du général, mais pensent que malgré ses capacités, cette créature artificielle ne peut remplacer les dons de chacun. Brett déclare que sa capacité entre en jeu maintenant. Son pouvoir nommé marionnette peut, selon l'archevêque, révéler les véritables aptitudes latentes d'un individu. Et même s'ils renoncent à leurs dons, ils peuvent devenir bien plus forts grâce à son aide. Il assure que ces capacités seront le fruit de leur propre volonté et qu'elles mèneront le monde vers une nouvelle ère de prospérité. Les gens commencent à les croire, mais se demandent ce qui arrivera une fois que Brett sera décédé. Il attendait aussi cette question et il a fait venir l'un de ses compagnons encapuchonnés pour y répondre. Il déclare qu'une fois qu'il sera parti, ses amis aideront les gens en renonçant à leurs dons et en embrassant leur potentiel caché. La mystérieuse silhouette retire sa capuche, révélant qu'il s'agit en fait d'un démon. La foule panique en le voyant, mais Brent les assure qu'il a réussi à établir une relation amicale avec les démons. Il déclare que les démons les ont informés de la vérité sur les dons et qu'ils peuvent les aider à s'en débarrasser. Il dit à tous qu'ils n'ont pas besoin de dons pour bien vivre et ils applaudissent en acceptant ces paroles comme la vérité. Brett se délecte de leur appréciation, pensant qu'ils ont tous besoin de lui. Pendant ce temps, la bataille entre Edward et Craig touche à sa fin, le capitaine chevalier étant en mauvaise posture. Il est certain d'avoir annulé le don de Craig, mais celui-ci est trop puissant même sans. Il réalise soudain que la source de sa force n'est pas son don, mais son niveau, ce que Craig confirme. Il déclare qu'en montant de niveau, on peut transcender les limites de l'être humain et obtenir la force de tuer même des dieux. Edward est vite désarmé et mis à genoux, Craig pointe son épée sur lui, quand soudain, une personne encapuchonnée entre dans l'arène. Craig lui demande s'il a vaincu le héros, mais la personne l'attaque, révélant qu'il s'agit de l'héroïne Akira elle-même. Quand les démons l'ont attaquée, au lieu d'exploser, Sarah a émis une barrière protectrice, donnant à Akira la chance d'achever les démons. Elle s'est souvenue qu'Alan avait annulé le sort de malédiction sur Sarah avant leur départ, et grâce à cela, tout s'est résolu paisiblement. Pendant ce temps, l'assistant d'Edward refuse les enseignements du démon encapuchonné, affirmant que même si les dons servent à les contrôler, ils protègent le royaume en tant que chevaliers, de leur propre volonté. Lui et ses hommes
tirent leurs épées. Mais le démon disparaît simplement et commence à traquer les chevaliers un par un. Même l'assistant est blessé, mais il n'est pas encore prêt à renoncer à ses idéaux chevaleresques. Soudain, la chevalière Betty arrive pour le soutenir. De retour sur la place de la ville, Brett se prélasse dans la gloire, les gens l'acceptant comme leur sauveur, quand soudain il entend une voix familière lui demander s'il s'amuse. Il regarde devant lui et découvre qu'Alan est là, ce qui fait exploser toute la rage contenue en Brett, qui se prépare à affronter son frère. Alan sort un petit projecteur holographique montrant Betty confrontant le démon de son côté. Elle demande au démon s'ils ont conspiré avec la famille Westfelt et tenté d'assassiner le général Cyril et la princesse Lys. Le démon confirme et Betty lui demande son objectif. Confiant que la femme va mourir de ses mains, le démon lui révèle son plan, ignorant que la petite est là, tenant un appareil qui partage tout ce qu'il dit à Alan en temps réel. Le démon dit que les personnes possédant de puissants dons, comme le général et Lys, ne feront qu'entraver leur plan. Ce message est entendu par tous les humains sur la place de la ville, et Brett panique en voyant son plan exposé. Il est furieux contre Alan, le considérant comme une nuisance, et lui crie de ne pas faire obstacle à leur plan. Tout le monde l'entend, et Brett réalise qu'il a tout gâché. Soudain, la princesse Lys apparaît, et dit à tous qu'il y a eu une tentative d'assassinat sur sa vie, attaquée par un monstre artificiel comme celui qu'il voit. Les gens la croient, et Brett perd la tête après avoir réalisé que son plan ne réussira jamais. Il se met à rire comme un fou et dit à Alan de ne pas le blâmer pour ce qu'il fera ensuite. Il utilise sa capacité de marionnettiste pour contrôler les chevaliers et les fait attaquer le public. Mais Alan réagit et brise les fils. L'archevêque et le général tombent inconscients, la compétence de Brett perdant son effet sur eux. Il hurle de rage et lâche ces monstres créés artificiellement. Tout le monde panique en voyant cela. Et tandis que Lys les dirige vers un endroit sûr, Alan regarde son frère. Il pense que s'il l'avait mieux élevé, il n'aurait pas tourné ainsi, mais en repensant au passé, il est certain que Brett a refusé toutes ses offres d'aide. Maintenant, il est déterminé à sauver son frère, de devenir un méchant irrécupérable. Brett bondit vers lui, le traitant d'échec, tout en lui lançant ses fils. Alan attrape simplement ses fils, tire son frère vers lui, et l'assomme d'un seul coup de poing. Pendant ce temps, Lys réconforte un enfant en pleurs, et Alan lui demande de s'occuper de l'évacuation et d'autres choses ici. Il veut arrêter les plans maléfiques de son père maintenant, mais Lys craint que ce ne soit une bataille émotionnellement dévastatrice pour lui. Alan se souvient de la froideur de son père, mais veut quand même arrêter ses actions maléfiques. D'autre part, Betty combat le démon dans les rues. La bataille est confuse pour l'assistant chevalier, qui ne voit que les étincelles de leurs lames qui s'entrechoquent. Betty se fait aider par Loli et devient invisible afin que le démon ne puisse pas l'affronter. Le démon réalise qu'il est dépassé, alors il prévoit de se retirer, mais Loli le remarque et lui lance un poignard. Betty agit immédiatement après cela, et porte un coup fatal au cœur du démon. Après que le démon se soit désintégré, le capitaine assistant s'agenouille devant Betty et la remercie. Elle lui dit qu'ils ont du travail car les démons attaquent partout dans la ville en même temps. Elle demande à tous ceux qui peuvent encore se battre de sauver les citoyens, et l'assistant jure de sauver tout le monde même au péril de leur vie. Soudain, Noël arrive pour les soutenir avec de belles armes. De l'autre côté, l'héroïne Akira et le capitaine Edward affrontent Craig, qui les a tous deux acculés. Il rayonne d'une intense aura sombre, et Akira sent qu'il prédit tous leurs mouvements avec aisance. Edward lui dit que le don de Craig s'appelle Fossoyeur, et qu'il lui permet de voir diverses futures possibilités. Cependant, cela demande trop de concentration et exerce une forte pression sur le corps de l'utilisateur. Edward dit à Craig que sa femme n'aurait pas souhaité qu'il prenne de telles mesures pour le pouvoir. Craig lui dit qu'il a maintes fois prévu la mort de sa femme et que quoi qu'il ait tenté, il n'a pas pu changer cet avenir. Il s'est senti impuissant et désespéré après l'avoir perdu, pensant que sa vie n'était qu'un jouet pour les dieux. Craig commence à verser des larmes de sang, disant que le don de sa femme, Marielle, mère sacrée, était de donner naissance au héros qui sauverait le monde. Cependant, elle a donné naissance à un échec comme Alan, qui n'a même pas eu de don. Il rugit, laissant échapper des éclairs rouges de son corps.
demandant quel était le but de son don et de sa mort si elle ne pouvait pas donner naissance à un héros. Maintenant, il est déterminé à effacer tous les dons et même les dieux du monde. L'éclair rouge disparaît et l'aura sombre entoure à nouveau le corps de Craig. Akira lui dit d'arrêter de trop élaborer, la simple vérité étant qu'il n'a pas pu surmonter la mort de sa femme. Craig lui dit qu'elle a raison, puis soudain il commence à échanger sa force vitale contre une force écrasante. Il tire un rayon de magie noire vers Akira qui le contre avec son éclair, et ils sont à égalité. Cependant, Craig met plus de puissance dans son attaque et submerge l'héroïne, la projetant au loin. Elle heurte un mur et perd connaissance, ne laissant qu'Edward derrière pour affronter Craig. Edward a réalisé que Craig utilise le pouvoir des démons et lui dit d'arrêter de l'utiliser avant de perdre tout sens de lui-même. Craig ne se soucie pas de son opinion et le frappe aussi avec le rayon sombre. Edward sent l'obscurité l'étouffer et l'engloutir, puis il se retrouve soudain dans un monde où les souvenirs douloureux de Craig sont affichés comme des bulles noires s'élevant d'une mer. Il se met à pleurer et s'excuse auprès de son ami de ne pas avoir compris sa douleur. Et soudain, l'aura sombre, entourant Craig, disparaît. Edward croit l'avoir sauvé par le pouvoir de l'amitié, mais Craig le poignarde alors en plein cœur. Il tombe mort sur le coup, et Akira est horrifiée par ce qu'elle vient de voir. Elle crie à Craig que son ami pensait à lui jusqu'au dernier moment, mais il ne s'en soucie plus. Il lui dit que c'est son tour de mourir, et lui tire un rayon sombre. Akira se prépare à l'au-delà, mais l'attaque ne la touche pas. Quand elle ouvre les yeux, elle trouve Alan devant elle, et Craig n'est pas content que son fils raté soit là pour se mettre en travers de son chemin. Alan répond aussi qu'il aurait préféré que quelqu'un d'autre fasse ce travail. Craig rassemble son aura sombre, disant à son fils qu'il sera toujours une horreur pour lui. Il lui tire le rayon sombre, mais Alan le bloque facilement. Craig est stupéfait, car l'attaque était alimentée par sa haine, et il croit que sa haine ne peut être contrée si facilement. Il demande à Alan qui il est, et il répond qu'il est un échec. Mais même alors, il y a des gens qu'il ne peut abandonner, et sa mère aurait voulu qu'il aide tout le monde aussi. Alan déchaîne une aura radieuse, mais Craig est encore plus en colère contre lui et lui demande de ne pas prononcer le nom de sa femme. Sa haine et son obscurité commencent à submerger son corps, et il tire un intense rayon sombre vers Alan, qui a du mal à le bloquer. Soudain, Alan se retrouve dans la mer du chagrin de son père, et sent son désespoir sans fond. Il voit les souvenirs de la mort et des funérailles de sa mère, et aussi ceux de sa naissance. C'est la première fois qu'Alan réalise à quel point ses parents s'aimaient. Mais malgré cela, il ne laissera pas son père détruire le monde. Il déchaîne toute sa puissance et dissipe l'obscurité qui l'entoure. Il utilise ensuite son mouvement spécial, invoque de multiples épées éthérées et les envoie vers Craig. Craig subit un coup direct de cette puissante attaque, mais semble toujours bien au premier abord. Cependant, il se met soudain à trembler, puis les graves dommages qu'il a subis le mettent à genoux. Il tousse du sang sur son épée abîmée, puis crie à Alan, le traitant d'échec. Il laisse son pouvoir passer en mode surmultiplié et le libère tout d'un coup, créant une tornade autour de lui. Son pouvoir crée des nuages sombres dans le ciel qui grandissent et engloutissent tout le ciel. La ville s'assombrit et les gens paniquent, anticipant la fin du monde. Cependant, Liz demande à tous de garder leur calme et de faire confiance à Alan. Dans l'arène, Craig libère toujours une quantité insensée d'énergie sombre et Akira dit que cela dépasse les capacités humaines. Alan dit qu'il n'a pas d'autre choix que d'arrêter son père. Il commence à libérer toute sa puissance progressivement en courant vers lui. Il prend de la vitesse puis utilise l'une de ses attaques ultimes, Flash, et charge vers Craig, son corps couvert de magie dense. Son attaque perçante entre en collision avec la tornade sombre, envoyant des gouttelettes d'énergie sombre voler partout. Alan continue de percer les défenses de son père quand, soudain, des tentacules sombres apparaissent comme l'ars de la tornade et s'accrochent à lui. Il se retrouve dans l'esprit de son père avec rien d'autre qu'une sphère sombre devant lui. Il entend des gémissements de la sphère et réalise que c'est son père, retenu prisonnier par sa rage. Alan réalise qu'il n'était pas si différent de son père, car il fuyait aussi les trahisons de sa vie passée tout ce temps. D'une certaine manière, il peut comprendre ce que c'est que d'être prisonnier des émotions négatives. C'est pourquoi il décide de libérer son père. Il poignarde la sphère sombre, et soudain, un pilier de lumière brillante apparaît. Le pilier de lumière s'étend, engloutissant tout sur son passage, et l'obscurité entourant Craig dans le monde réel s'apaise. Puis, avec une lumière verte, il réapparaît, gravement blessé.
Un papillon mystiquement scintillant descend vers lui, et juste au moment où il se pose sur sa main, le corps de Craig commence à s'effriter. Alors qu'il est réduit à néant, Craig accepte enfin que son fils raté ait finalement accepté son destin. Il pleure, prononçant le nom de sa femme, comme les derniers mots qu'il ait jamais dit avant que le papillon mystique ne le guide vers l'au-delà. Peu après, Alan rend visite au roi, qui lui accorde le titre de duc de Westphalt pour ses grands services lors de la récente bataille. Cependant, Alan refuse respectueusement la récompense, et le roi l'accepte. Alors qu'il retourne à son bureau, son assistant lui demande s'il était sûr de laisser partir le garçon. Le roi se souvient avoir tenu la jeune Lise dans ses bras, qui lui avait parlé avec enthousiasme d'Alan. Il pense que le garçon a sauvé le pays et sa chère fille, c'est donc le moins qu'il puisse faire pour lui. Pendant ce temps, Alan se prépare à partir avec Noël et la petite, quand Lys arrive en courant et leur demande de la laisser venir avec eux. Ils sont surpris, car une princesse ne devrait pas quitter le palais sans raison, mais Lys les informe qu'elle est maintenant Lys Westphalt, et qu'elle s'occupera de ce territoire. Alan n'a pas d'autre choix que de l'accepter en entendant cela. Noël lui demande alors des nouvelles de Betty, et Lise dit qu'elle est une garde de la famille royale. Cependant, Lys n'est plus un membre immédiat de la famille royale, elle ne peut donc pas la servir. Malgré cela, Betty fait de son mieux pour trouver une faille, afin de la servir. Alan lui demande si elle ira bien sans elle, et Lys affirme qu'elle se sent beaucoup plus en sécurité avec lui. Sur ce, ils montent dans la calèche et partent pour leur nouvelle vie. Cependant, ils sont loin de se douter qu'il existe une autre personne dans ce monde, avec des pouvoirs comme Alan, et elle le connaît aussi. Elle se demande pourquoi il s'est réincarné dans ce monde, et décide de le découvrir bientôt. Alan fait un rêve de sa vie passée, dans lequel l'ange ailé s'excuse auprès de lui, alors qu'il est sur son lit de mort. Elle pleure, disant qu'elle ne l'a pas fait à un héros pensant qu'il finirait ainsi, et le remercie d'avoir sauvé le monde avant de lui demander sa dernière requête. Il se réveille de ce rêve, et descend, où Lisa lui prépare le petit déjeuner. Dès qu'Alan s'assied, Noël arrive, légèrement vêtu, et Lisa panique en la voyant, en sous-vêtements. Alan lui dit de porter au moins quelque chose, et elle lui fait un clin d'œil, disant qu'il l'a vue encore plus vulnérable. Lisa panique et le secoue, exigeant une explication. Il explique les choses alors qu'il s'assoit méché pour manger, et dit que l'atelier de Noël était trop chaud, alors elle avait juste enlevé quelques vêtements, et c'était tout. Noël lui rappelle qu'il doit l'aider à tester de nouvelles armes, et Lisa dit qu'il doit aussi l'aider à faire de la paperasse. Il a même promis à la petite de faire une sieste avec elle, et Alan panique car il a oublié toutes ses promesses. Soudain, une fille aux oreilles, de chien de la guilde des aventuriers, vient le chercher, car il y a une montagne de requêtes pour lui. Elle commence à le traîner, mais Lisa et les autres les arrêtent. Elles commencent à se battre entre elles pour avoir le droit de passer du temps avec Alan, et il est embarrassé par l'attention qu'il reçoit soudainement. Il réussit à tout faire, mais est trop épuisé à cause de cela. Plus tard, il dit à tous qu'il prévoit de voyager vers l'Empire voisin pour changer d'air, et s'il trouve un bon endroit, il s'y installera définitivement. Lisa n'est pas contente, tandis que Noël parle à Loli de l'Empire Victor, un pays puissant en bons termes avec leur royaume. Il est célèbre pour ses multiples forgerons nains. Et Noël décide de venir avec Alan pour voir l'Empire. Même la petite dit qu'elle viendra, et Noël réussit à convaincre Alan de les laisser les rejoindre. Lisa, cependant, doit rester pour gérer le duché. Eh bien, elle appelle Betty et lui refile le travail afin de pouvoir aussi rejoindre Alan. En chemin, Noël lui demande si c'est vraiment bien de quitter le duché pour voyager, et Lisa dit qu'elle doit visiter l'Empire pour confirmer certaines choses. Même si l'Empire est en bons termes avec eux, l'empereur est ambitieux et les aurait attaqués pendant le chaos il y a quelques mois. Cependant, ils n'ont rien fait, et elle veut voir ce qu'ils complotent en tant que nouvelle duchesse de Westphalt. Bientôt, leur calèche passe par une route de montagne accidentée, et Noël se plaint, demandant s'ils ne peuvent pas prendre un chemin plus doux. Soudain, Alan arrête la calèche, car il vient de repérer des monstres, appelés loups, des sables devant eux. Noël et Laoli parlent de la férocité de ces monstres, mais Alan bondit immédiatement vers eux et les détruit en quelques secondes. Il retourne à la calèche, mais il doute maintenant que quelqu'un ait envoyé les loups des sables après eux exprès. Quelques jours plus tard, ils atteignent la première grande ville de l'Empire. Bien qu'elle soit pleine d'activité, Alan est sur ses gardes car il sent que l'atmosphère ici est un peu intimidante, car il y a trop de gardes. Soudain,
Il bouscule une rousse et la reconnaît immédiatement comme Ina. Elle aussi le reconnaît et lui demande ce qu'il fait là. Il lui renvoie la question et demande ce que la fille du marquis impérial fait ici sans ses gardes. Elle est embarrassée et lui dit de la lâcher, ce qu'il fait. Les filles d'Alan sont jalouses qu'il soit proche de Ina, mais Lisa la reconnaît. Elle aussi la reconnaît et demande ce qu'elle fait ici. Et Lisa ment nerveusement en disant qu'elles font du tourisme, mais est facilement démasquée. Ina ne lui pose aucune question, mais donne à tous le conseil que l'Empire est actuellement dans un état de chaos et de confusion, et qu'une étincelle peut mener au désastre. C'est pourquoi elle veut qu'Alan et ses filles retournent dans leur pays avant qu'elles ne soient prises dans des ennuis. Elle révèle que même les chevaliers du Loup Noir, les plus redoutés de l'Empire, ont reçu le droit d'agir de leur propre chef par l'empereur. Ina leur dit de rester à l'écart des chevaliers du Loup Noir à tout prix, puis prend immédiatement congé. Lisa et les autres sont confuses quant à ce qui se passe ici, mais Alan remarque quelque chose et décide de poursuivre Ina, laissant ses filles derrière lui. Alan rattrape Ina, qui était en fait l'ange ailé de son rêve. Elle était la disciple des dieux dans leur dernière vie, lui disant toujours quoi faire. Il lui demande si elle les a avertis en tant que Ina ou en tant qu'ange, et elle répond qu'elle était juste elle-même, car cette fois, ses pouvoirs sont assez limités. Alan dit que c'est une surprise qu'elle ait aussi fini dans ce monde, et Ina rougit en disant que c'est parce qu'il attire toujours les ennuis partout où il va, alors elle est venue ici pour le soutenir. Elle lui dit de rentrer vite chez lui s'il veut vivre paisiblement, et il part après l'avoir remercié. Pendant qu'il cherche ses filles, une explosion se Soudain, produit l'homme au est loin. enveloppé d'une épaisse fumée Alors il noire, va et un voir. cercle magique se Il matérialise trouve un juste homme derrière lui. fuyant les Du sang jaillit gardes de chaque orifice et de son venant corps, droit et l'homme sur lui. s'effondre, mort sur le L'homme coup. recherché Aussitôt, tire les son chevaliers épée arrivent sur les lieux, en disant et leur à capitaine, Alan de intrigué, s'écarter, s'interroge sur cette et étrange Alan situation le et la tape dans présence le dos, d'Alan à cet endroit précis. l'assommant. Il lève les mains, tandis que la capitaine des chevaliers l'interroge avec insistance. Elle exige de savoir ce qui s'est passé ici, et Alan lui répond qu'il a frappé l'homme en légitime défense, mais qu'il ne l'a absolument pas tué. La capitaine a du mal à le croire et lui demande comment il aurait pu tuer cet homme si brutalement, sans utiliser ni arme ni don particulier. Elle explique que son don lui permet de voir quels dons les autres ont utilisés. L'inconvénient de cette capacité est qu'elle ne peut pas détecter si des démons sont impliqués dans une affaire. Alan lui assure qu'il n'est pas un démon, mais il sait pertinemment que la jeune femme ne le croira pas si facilement. Elle affirme alors que s'il ne peut lui fournir de preuves irréfutables, elle l'arrêtera pour suspicion d'être un démon. Lorsque la capitaine des chevaliers tente de le saisir, il devient soudainement invisible et elle est prise de panique. Elle envoie ses chevaliers verrouiller les frontières et rechercher Alan partout. Pendant ce temps, Alan a été secouru grâce à l'aide de Loli, qui le conduit dans un égout où Ina, Lisa et Noël l'attendent déjà. Ina est furieuse qu'il se soit attiré des ennuis malgré son avertissement, mais lui est perplexe quant à ce qu'elle fait avec ses filles. Lisa explique qu'elle l'attendait de retour quand Ina les a approchés et a dit à Loli de lui venir en aide. Alan comprend alors toute la situation et déclare que, puisque le don de Loli est de nature démoniaque, la capitaine des chevaliers n'a pas réussi à la capturer. Il lui donne une petite tape sur la tête pour avoir bien fait son travail, puis suggère qu'il quitte immédiatement l'Empire. Ina lui explique que toutes les frontières et les portes ont été scellées. Il leur est donc impossible de s'échapper. Même le pouvoir de Loli ne pourra pas les aider, car les chevaliers seront cette fois sur leur garde. Alan se met alors à fixer Ina et lui dit que peut-être elle pourrait les aider. Elle emmène tout le monde chez elle, où le majordome reconnaît Alan. Lui aussi reconnaît le majordome Célis, qui servait leur famille avant d'être renvoyé par son père, un homme complètement fou. Silas révèle à Alan que Ina l'a engagé, lui et tous les autres qui avaient été chassés de la famille, ce qui la rend visiblement embarrassée. Ils entrent ensuite, où Noël et Loli continuent de rebondir joyeusement sur le canapé. Alan va droit au but et lui demande ce qui ne va pas avec l'Empire. Ina leur révèle qu'il y a plus d'1 an, l'empereur a été assassiné. Et Lisa réalise alors que c'est la raison pour laquelle l'Empire n'a pas tenté de les envahir. Noël demande à Ina s'il est vraiment approprié de révéler des informations aussi cruciales à des étrangers, et elle répond qu'elle leur fait confiance, qu'ils ne sont pas le genre de personnes à abuser de ces renseignements. Ils se retirent ensuite dans leur chambre, et Ina rend visite à Alan pendant la nuit. Il lui demande si elle soupçonne les démons d'être derrière cet assassinat, et elle acquiesce. Elle est convaincue que seuls des démons ou Alan auraient trop pu traverser les gardes du roi pour le tuer, et il lui répond qu'elle aussi en serait capable. Ina prétend qu'elle n'aurait aucun intérêt à faire une telle chose. Alan lui demande alors depuis quand elle le surveille, car sinon elle n'aurait pas engagé le majordome et les autres, et ne l'aurait pas rencontré immédiatement après son entrée dans l'Empire. Ina répond que ce n'était qu'une simple coïncidence, et se dirige vers sa chambre. Une fois sortie de la pièce d'Alan,
Elle est ravie d'avoir revu son sourire après ce qui lui a semblé une éternité. Dans leur vie passée, elle l'avait servi à ses côtés en tant que disciple des dieux. Elle avait vu Alan sombrer dans la tristesse à cause de la haine qu'il recevait de tous, et c'est pourquoi elle avait décidé de se réincarner dans ce monde pour s'assurer qu'il y vive heureux. Ina veillait sur Alan depuis toujours, et elle était heureuse qu'il ait rencontré des gens qui le rendaient joyeux, même si elle était jalouse de ne pas être parmi eux. Bientôt, le groupe d'Alan s'installe dans le château de Ina, mais Noël commence à faire une crise de colère, parce qu'elle s'ennuie. Elle veut absolument voir les ateliers nains pour lesquels l'Empire est si réputé. Mais Ina lui dit d'y renoncer car la ville est actuellement sous surveillance stricte. Cela porte un coup sévère à la santé mentale de Noël, et elle commence à forger une lame invisible, purement issue de son imagination. Alan fait remarquer que les chevaliers du loup noir ne sont après lui, donc Noël devrait être en sécurité même si elle sort. Même Ina en témoigne. Et Noël est maintenant super excitée. Le lendemain, elle et Loli se dirigent vers la ville et explorent diverses forges avant de goûter à de la nourriture de rue. Noël remarque soudain qu'il y a beaucoup d'elfes ici, et tous la fixent intensément. Elle se met à délirer, persuadée qu'ils la trouvent mignonne, et commence à s'imaginer en train de leur signer des autographes. Cependant, alors qu'il s'approche d'elle, Loli intervient et entraîne Noël loin d'eux, agissant comme son garde du corps personnel. Une fois de retour chez Ina, Noël est épuisée, mais elle est aussi ravie d'être si populaire. Ina lui explique qu'elle est populaire parmi les elfes, mais pas pour les raisons qu'elle imagine. Elle dit à Noël de la suivre si elle veut connaître la véritable cause de sa popularité, et tout le groupe l'accompagne. Ils atteignent la cour vide, où Ina utilise ses pouvoirs divins, et avec un éclat de lumière éblouissant, tout le monde est téléporté dans une forêt. Tous sont stupéfaits, puis Ina leur révèle que c'est la forêt des elfes, et que Noël pourra en apprendre davantage sur elle-même ici. Lisa fait remarquer qu'ils étaient encore au château il y a un instant, et Ina explique qu'ils sont au même endroit, mais dans une dimension différente. Elle se vante que la forêt des elfes est protégée par une puissante barrière car ils n'apprécient guère les étrangers. Quiconque leur rend visite voit sa mémoire effacée, mais Ina a la permission d'entrer librement dans la forêt. Alan est surpris que les elfes aient pu créer une barrière si puissante que même lui n'a pas pu la détecter, et il demande à Ina si elle y était impliquée d'une manière ou d'une autre. Elle admet nerveusement qu'elle y a joué un petit rôle, puis commence à guider le groupe à l'intérieur. Ils s'enfoncent profondément dans la forêt, et Noël fait remarquer qu'elle se sent à sa place ici, mais qu'elle n'a aucun souvenir de cet endroit. Bientôt, ils se retrouvent encerclés par des elfes. Tout le monde est sur ses gardes alors que les elfes s'approchent, mais Alan ne perçoit aucune intention hostile de leur part. Soudain, les elfes s'agenouillent, et Ina explique que c'est la réaction évidente, car leur souveraine est de retour. Les elfes accueillent leur souveraine de retour chez elle, et Noël balbutie en leur demandant s'ils parlent bien d'elle. Un elfe lui dit qu'ils l'ont attendue pendant très longtemps, mais Noël ne comprend toujours pas ce qui se passe réellement. Après que Ina ait affirmé qu'elle est bien la dernière elfe restante avec le sang de la famille royale, Noël réalise enfin sa véritable position. L'elfe de tout à l'heure se présente comme Percival, le représentant du roi, et souhaite une fois de plus la bienvenue à Noël et à ses amis dans la forêt. Il les invite à leur campement, qui est un ensemble de maisons dans les arbres. Les elfes utilisent beaucoup des meubles humains et jouent aux échecs, ce qui surprend Alan et les autres. Percival est sur le point d'expliquer que Ina leur a apporté toutes ces choses, mais elle lui dit de se taire. Bientôt, deux enfants à cornes arrivent en courant vers Noël et lui offrent des glands qu'ils ont ramassés. Elle en prend un de chaque et les enfants promettent de lui apporter d'autres choses encore plus étonnantes le lendemain. Percival dit aux enfants de déguerpir et demande même à celui qui se cache derrière les arbres de sortir. Le garçon nommé Phil sort de sa cachette et Percival lui dit de s'en aller car leur souveraine est occupée. Noël affirme qu'elle a le temps de lui parler, mais Percival ne l'entend pas de cette oreille. Phil se plaint que les autres enfants ont parlé avec la souveraine, même s'ils sont de mauvaises personnes. Percival le réprimande bruyamment pour être un sale raciste, et le garçon s'enfuit en pleurant. Noël est curieuse de savoir ce qu'il entendait par mauvaise personne, mais Percival répond que ce n'était rien, et commence à guider le groupe à l'intérieur. Pendant ce temps, dans le monde humain, la capitaine des chevaliers, Lizette, qui s'était disputée avec Alan plus tôt, se faufile hors d'un bâtiment. Elle est accueillie par son subordonné impoli, Oswald, qu'elle avait envoyé en mission pour trouver la forêt des elfes. Il lui rapporte son échec, et Lizzie le sermonne sur le fait d'être un fanatique de la bataille assoiffé de sang. Il lui renvoie la même insulte, et elle lui pointe son épée à la gorge. Oswald n'en a même cure et retourne à sa mission. De retour dans la forêt des elfes, tout le monde profite d'une fête, avec Noël au centre de toutes les attentions. Percival s'assied à côté d'Alan et commence à parler de la façon dont le temps était étrange pour les elfes, sans leur souveraine.
Il explique que si les elfes ne servent pas leur souverain, ils ne peuvent ni grandir ni avoir d'enfants. Percival attribue à Ina le mérite d'avoir apporté l'espoir dans la vie des elfes en lui parlant de Noël. Non seulement cela, mais Ina a également pris sur elle d'introduire les elfes reclus à d'autres cultures. Elle leur a apporté des objets humains, et les elfes ont commencé à mieux comprendre les humains grâce à cela. Grâce à cela, de nombreux elfes visitent librement le monde humain. Alan demande si c'est Ina qui a également amené les enfants à cornes au village. Il sait que ce sont des enfants démons, mais assure à Percival qu'il ne porte aucune haine envers les démons dans son cœur. Cependant, il est curieux de savoir comment des démons, haïs partout dans le monde, vivent paisiblement avec les elfes timides. Percival explique qu'il y a 3 ans, Ina leur a soudainement demandé de prendre soin des 2 enfants démons orphelins. La plupart des elfes n'étaient pas favorables à cela, mais Ina leur a dit que s'ils vivaient aux côtés d'autres races, ils grandiraient même sans leur roi. C'est pourquoi tout le monde a accepté de laisser les enfants démons rester ici. Mais la plupart d'entre eux ne les acceptent toujours pas. Plus tard, Noël est épuisée par toute l'attention non désirée qu'elle a reçue, et elle n'est pas contente de l'irraisonnabilité des elfes en essayant de la convaincre. Loli lui demande nerveusement si elle va vraiment devenir la souveraine des elfes, et elle répond qu'elle n'en a aucune idée pour le moment. Voyant l'atmosphère devenir trop sombre, Alan suggère qu'il devrait entrer se reposer maintenant, mais fait signe à Ina de le retrouver plus tard. Noël était laissée seule dans le salon, réfléchissant à sa décision. Elle a réalisé l'ambition de son mentor Vanessa en forgeant l'épée ultime, et maintenant, elle n'a plus de but propre. Accablée par sa confusion, Noël décide de faire une promenade au grand air. Alors qu'elle contemple la lune, Alan la surveille depuis la fenêtre. C'est alors que Ina lui rend visite et lui demande si le geste de tout à l'heure était pour l'appeler dans sa chambre. Elle lui demande d'être doux avec elle, car c'est sa première fois. Et alors qu'elle fait la moue pour un baiser, Alan lui dit qu'elle peut partir maintenant, car il en a fini avec elle. Ina est furieuse et le réprimande violemment pour l'avoir mené en bateau, et après s'être calmée, elle lui demande ce qu'il veut. Alan dit qu'il veut en savoir plus sur les enfants démons. Ina maudit d'abord Percival pour sa langue trop bien pendue, puis dit à Alan qu'il y a quelque chose qu'il ne sait pas encore sur les démons. Tout d'abord, les démons ne sont même pas une race distincte. Lorsqu'une personne est submergée par la haine envers les autres et qu'elle souhaite la mort de tout le monde, la volonté du monde la reconnaît comme un démon. Cependant, les enfants démons sont des exceptions, car ils naissent de parents démons qui les abandonnent presque toujours. Ils sont haïs et pourchassés dès l'instant où ils viennent au monde, et c'est pourquoi leur haine et leurs attributs démoniaques ne cessent de croître. Les enfants démons tuent pour survivre et devenir plus forts, perpétuant ainsi un cycle de haine maléfique. Ina raconte qu'elle a trouvé les 2 enfants alors qu'ils étaient pourchassés par des humains, et qu'elle ne pouvait pas simplement les laisser faire, alors elle les a secourus. Alan lui sourit et fait remarquer que c'est exactement ce qu'il pensait qu'elle ferait. Le lendemain, Percival conduit Noël et ses amis vers un lac mystique au cœur de la forêt. Noël semble ailleurs, et Ina lui demande si elle est trop préoccupée par la prise d'une décision. Elle lui demande de ne pas se sentir coupable de devenir la souveraine des elfes, car ils sont en train de trouver comment vivre par eux-mêmes. Juste à ce moment-là, les 2 enfants démons arrivent et offrent à Noël une pierre scintillante, comme il l'avait promis. Elle les remercie, puis Ina fait remarquer que c'est une pierre d'esprit, une cristallisation du pouvoir elfique, qui est un ingrédient précieux en alchimie. Soudain, le garçon Phil arrive et jette la pierre d'esprit au loin. Il dit aux enfants démons de rester loin de leur souveraine, et ils commencent à pleurer. Alors que Noël tente de les consoler, Percival réprimande ce sale raciste, mais il s'enfuit. Alan réalise que les elfes haïssent profondément les démons, et Ina rétorque que non seulement les elfes, mais même quelqu'un d'aussi gentil que Lisa a du mal à approcher les enfants. Ina s'éloigne alors et trouve Phil en pleurs dans les rues de la ville humaine. Elle lui dit qu'il a été plutôt méchant tout à l'heure, et il répond qu'il ne supportait pas que les démons s'approchent de des souverains. Ina lui demande si les démons lui ont déjà fait du mal, et il répond que non. Elle s'assied à côté de lui et lui dit que les enfants démons ressentent la même chose pour la souveraine que lui. Elle dit à Phil qu'il devrait essayer d'être ami avec les enfants, et de bien les traiter, parce qu'ils sont plus jeunes que lui. Elle s'éloigne, disant au garçon de rentrer chez lui bientôt également. Phil réalise qu'il doit accepter les enfants démons. Mais dès qu'il se lève, il trouve le méchant chevalier Oswald devant lui. Il essaie de s'enfuir, mais Oswald le saisit par le cou et dégaine son épée, demandant à Phil de lui montrer le chemin de la forêt des elfes. Pendant ce temps, dans le village des elfes, une grande fête est organisée en l'honneur de leur souveraine. Alors que tout le monde est émerveillé par l'hospitalité des elfes et s'amuse, Noël semble morose pour une raison quelconque. Ina demande à Alan si Noël ira bien,
car elle a l'air d'être accablée par l'idée de devenir souveraine. Alan est occupé à se gaver et fait remarquer que n'importe qui à sa place perdrait aussi l'appétit. Ina veut aider Noël d'une manière ou d'une autre, mais Alan répond que c'est quelque chose qu'elle doit décider par elle-même. Cependant, leurs inquiétudes sont totalement infondées, car la seule raison pour laquelle Noël ne s'intéresse pas à la nourriture est qu'elle veut manger de la viande et non des fruits et légumes. Plus tard, Ina décide de prendre congé et confie à Percival le soin de faire visiter les lieux aux invités. Percival dit qu'elle n'a pas besoin de sortir elle-même pour chercher la personne disparue, mais elle lui assure qu'il est temps pour elle de rentrer chez elle aussi. Donc ce ne sera pas un problème pour elle. Elle part sur ces mots, et Alan demande à Percival si quelque chose ne va pas. Il répond que le garçon nommé Phil a quitté la forêt et n'est pas encore revenu. En ville, Ina cherche Phil dans les rues, mais elle est incapable de le trouver nulle part. D'autre part, Alan et ses amis sont retournés à l'établissement elfe, et il fait remarquer que les elfes sont vraiment insouciants. Loli regarde autour d'elle et dit qu'ils semblent plus paresseux qu'insouciants. Percival répond que le mot travailleur ne convient pas vraiment aux elfes, car ils vivent trop longtemps, et grandissent trop lentement. La façon dont ils perçoivent le temps est également différente de celle des autres races, c'est pourquoi le travail acharné devient infiniment moins gratifiant pour eux. Loli demande à Percival comment les elfes se procurent de la nourriture s'ils ne travaillent pas, et il tend simplement la main, et une pomme apparaît. Tout le monde est curieux de connaître le secret de son tour, et il explique que chaque fois qu'il le souhaite, la forêt partage ses produits abondants avec eux, car les elfes font partie intégrante de la forêt. Ni Lisa ni Noël ne peuvent pleinement saisir ce concept, mais Alan utilise ses yeux magiques pour découvrir que les elfes et la forêt ont la même signature énergétique, et Percival est impressionné par lui. Après avoir expliqué davantage la connexion entre la forêt et les elfes, Percival demande à Noël ce qu'elle pense de la forêt. Elle répond que c'est agréable et paisible, mais qu'il manque quelque chose. Alan intervient soudainement et demande à Percival s'il peut aussi vivre dans la forêt. Il dit à Lisa qu'il avait toujours prévu de trouver un endroit paisible où vivre, et qu'il ne peut y avoir rien de mieux que cela. Percival répond que pour vivre ici, Alan devrait prouver qu'il est l'un des leurs, et qu'il ne peut même pas lui dire comment faire, car c'est la forêt qui décide de tout. Alan dit qu'il veut vraiment rester dans le village, et Percival s'excuse car il ne peut enfreindre les règles pour personne. Noël lui demande ensuite à propos des enfants démons, et il répond qu'ils ne font que s'occuper d'eux pour une courte période. Il pense qu'une fois qu'ils auront un peu grandi, les enfants partiront. Alan trouve la faille dans la loi, et demande à Percival s'il peut aussi rester dans le village pour une courte période. Il pense que ce serait bien, puis Alan lui demande quelle est leur définition d'une courte période. Percival répond que ce serait environ 100 ans, et Lisa panique en entendant cela. Soudain, le vent se lève et Percival reçoit un message de la forêt. Alan est curieux, et Percival lui dit qu'ils ont un visiteur, mais c'est quelqu'un que la forêt ne reconnaît pas. Loli demande si c'est quelqu'un de suspect, mais il lui dit de ne pas être nerveuse, car il y a beaucoup de gens dans l'Empire qui peuvent entrer dans leur forêt par des moyens légaux. Il s'excuse ensuite auprès de Noël, déclarant qu'il doit interrompre leur visite maintenant, car il doit recevoir leur invité. Noël lui dit qu'elle n'a aucun problème, puis Percival s'en va. Après cela, Alan suggère qu'il devrait lui donner retourner au village, mais Noël veut explorer la forêt. Cependant, il argumente que ce serait mauvais s'il rencontrait quelqu'un de l'Empire, et elle comprend. Ils retournent à leur logement, et Noël joue aux échecs avec Loli, qui a ses propres règles. Pendant ce temps, Lisa demande à Alan s'il a vraiment l'intention de rester dans la forêt, et il répond qu'il y réfléchit sérieusement. Cela la rend jalouse, et elle fait la moue, disant que bien sûr, il veut rester ici parce que sa chère Ina est là. Alan comprend sa jalousie, mais lui assure que sa relation avec Ina n'est pas ce qu'elle imagine. Lisa n'est pas contente de cette réponse, et lui demande de lui donner les détails, et il dit nerveusement que c'est difficile à expliquer. Il dit que c'est comme si lui et Ina étaient là, liés par le destin, et cela donne à Lisa de mauvaises idées une fois de plus. D'autre part, Ina retourne à son manoir, où elle trouve Lizette, la capitaine des chevaliers du Loup Noir qui l'attend. Ina lui demande ce qu'elle fait ici, et Lizette répond qu'ils ont reçu des informations selon lesquelles elle cacherait un suspect dans l'affaire de l'assassinat de l'empereur. Ina joue la carte de l'indifférence et dit qu'elle n'a aucune idée de ce dont Lizette parle et demande qui lui a raconté ces bêtises. Lizette répond que ce n'était qu'une intuition car elle a trouvé le suspect en ville il y a quelques jours, mais il s'est ensuite échappé. Cependant, il n'a pas franchi la frontière et il n'y a aucune piste qui mène à lui. Elle déclare que la seule capable de faire cela est Ina, et sur ce, les chevaliers prennent d'assaut sa maison.
Ils commencent à fouiller la maison de fond en comble pour chercher le suspect ou des indices. Lizette dit qu'ils ne trouveront peut-être rien ici, mais elle croit que le suspect se cache dans la forêt des elfes, et Ina s'y rend souvent. Ina est nerveuse en entendant cela. Pendant ce temps, le vice-capitaine des chevaliers a atteint la forêt avec Phil, et il compte bien jouer les gros bras maintenant. Bientôt, Percival arrive pour accueillir l'invité, mais en voyant Phil effrayé, il réalise que cet homme a utilisé le garçon pour s'introduire ici. Le chevalier nommé Oswald crache une pomme qu'il était en train de manger, puis se tourne vers Percival, lui demandant s'il est le chef ici. Percival le reconnaît comme l'un des chevaliers du Loup Noir dont Ina l'avait averti. Elle lui avait dit que les chevaliers du Loup Noir avaient reçu des droits extrajudiciaires et qu'ils pouvaient tuer n'importe qui sans aucune raison ni responsabilité. Percival se présente à Oswald et lui demande de déclarer son affaire, et Oswald dit que les chevaliers soupçonnent les elfes d'abriter un criminel. Percival répond qu'il n'a aucune idée de qui il parle, mais Oswald, fort de son autorité, hurle que s'il a dit que le coupable est ici, il saisit le col de Percival alors que celui-ci tente de le raisonner. Mais alors, soudainement, les enfants démons arrivent. Ils pensent qu'Oswald n'est qu'un simple invité et lui offre des fruits, et il les reconnaît immédiatement comme des démons. Percival tente de les protéger, mais le chevalier le repousse violemment et rit, déclarant qu'il était venu chercher un criminel, mais qu'il a trouvé des démons à la place, ce qui est bien plus intéressant. Percival le supplie de ne rien faire aux enfants, mais Oswald claque des doigts et provoque une gigantesque explosion. Noël la ressent à cause de sa connexion profonde avec la forêt, puis elle sort les pierres spirituelles que les enfants démons lui avaient offertes. Les pierres se mettent à briller intensément, et Noël pense que les enfants pourraient bien être en grand danger. Alan lui demande ce qui s'est passé, et elle lui répond qu'une scène vient de traverser son esprit, et qu'elle a vu les chevaliers loups noirs attaquer les jeunes garçons démons. Elle déclare que c'est absolument impardonnable, et se précipite pour leur venir en aide. Lowly la rejoint, et Alan reste en arrière, réfléchissant à la façon dont il a toujours voulu sauver tout le monde par le passé, mais que tout le monde ne voulait pas être sauvé par sa main, et cela a créé un vide douloureux dans son cœur. Soudain, Lisa le tire de ses pensées profondes, et il décide de partir pour soutenir Noël. Dans la forêt, Percival a d'une manière ou d'une autre protégé les enfants de l'explosion en utilisant une barrière, et il demande à Oswald de quitter la forêt, car les enfants sont totalement innocents. Il s'en moque éperdument, car être né en tant que démon est leur plus grand péché. Percival dit aux enfants de rester derrière lui, puis tente d'attaquer Oswald avec sa barrière protectrice. Ce dernier se contente de rire en reculant et décide de le mettre à l'épreuve. Il claque des doigts et fait exploser l'arbre derrière Percival, le projetant violemment en avant. Percival est vaincu, et Oswald s'apprête alors à exécuter les deux démons terrifiés. Phil s'interpose entre eux pour protéger les enfants, et Oswald décide de le tuer en premier. Cependant, avant qu'il ne puisse brandir son épée, un marteau frappe l'arrière de sa tête, et il se retourne pour voir Noël, qui est là. Comme tout le monde l'appelle la reine, Oswald se fait l'idée qu'elle est leur chef. Mais Noël insiste sur le fait qu'elle n'est qu'une simple forgeronne. Elle dit au chevalier de quitter la forêt immédiatement, et il décide de s'occuper d'elle également. Il claque des doigts pour faire exploser un arbre tout près d'elle, mais Lowly remarque son stratagème à temps, et déplace Noël en lieu sûr. Oswald continue de claquer des doigts pour provoquer des explosions successives, et Lowly et Noël ne peuvent que courir, tout en se plaignant qu'Alan met beaucoup trop de temps à arriver. D'un autre côté, Percival craint que Noël ne soit blessé, alors il manifeste une épée en utilisant sa magie et charge Oswald avec détermination. Le chevalier est bien trop rapide pour lui, et il esquive facilement son attaque avant de le repousser d'un coup de pied puissant. Il est sur le point d'abattre Percival, mais Alan arrive alors et bloque son épée. Il se plaint que juste au moment où il avait trouvé l'endroit le plus paisible pour vivre, des idiots viennent le déranger, avant de repousser Oswald d'un simple revers de main. Le chevalier lui demande de s'identifier, et Alan répond que donner son nom prendrait plus de temps que le combat lui-même. Oswald ne peut pas tolérer cette insulte flagrante, et il tente de l'attaquer, mais Alan utilise ses yeux magiques pour diffuser et annuler son pouvoir. Il décide de cibler Noël dans ce cas précis, et installe une chaîne invisible entre sa main et elle. Il claque des doigts et envoie une flamme vers elle, mais Alan la coupe net. Oswald est choqué, car Alan peut voir à travers sa capacité, mais il hurle que le combat n'est absolument pas terminé. Il tire son épée et se précipite furieusement vers lui, mais Alan apparaît instantanément derrière lui. Avant de pouvoir lui infliger sa punition méritée, il demande au chevalier pourquoi il essayait de tuer les deux jeunes garçons. Il répond qu'il n'a besoin d'aucune raison pour tuer des démons et attaque Alan qui esquive et le frappe en retour, mettant fin à la bataille rapidement. Plus tard, Lisa soigne Phil et il va jouer avec les enfants démons qui sont devenus ses amis à présent. Lisa dit ensuite à Alan qu'elle était très heureuse quand il a sauvé les enfants démons. Elle explique que les enfants naissent sans péché, quelle que soit leur race d'origine, et il la remercie chaleureusement pour ses paroles si gentilles.
Pendant ce temps, Loli examine Oswald, qui est inconscient, et Noël se demande ce qu'il devrait pas faire à présent. Elle pense que vaincre un chevalier revient à déclarer la guerre à l'Empire tout entier, et Alan fait remarquer que Ina les réprimandera comme une vieille grand-mère lorsqu'elle apprendra cette nouvelle. Par coïncidence, Ina arrive à ce moment précis, et tout le monde panique en essayant de lui expliquer la situation délicate. Elle soupire avant de faire la morale à Alan, exactement comme il l'avait prédit, puis elle déclare qu'elle s'occupera des conséquences. Elle a également de bonnes nouvelles pour tout le monde, car les routes menant hors de la ville ont enfin été rouvertes. Elle dit à chacun de se dépêcher de rentrer chez soi, mais Alan semble être plutôt déconcerté par cette annonce inattendue. Plus tard, Percival fait ses adieux à Noël, lui demandant si elle est vraiment sûre de ne pas vouloir vivre dans la forêt avec le reste des elfes. Elle répond qu'il y a tellement de choses qu'elle ignore encore sur le fait d'être une souveraine. Noël dit que si elle continue de voyager avec ses amis, elle verra le monde entier et deviendra ainsi plus apte à devenir une véritable souveraine. Percival dit qu'ils l'attendront toujours, et puis Noël et ses amis saluent tout le monde, promettant de revenir un jour. Cependant, ils sont loin de se douter des problèmes qui hantent Ina à présent. Elle a été arrêtée, soupçonnée d'avoir assassiné l'empereur, à cause d'un accord qu'elle avait conclu avec Lizard pour assurer la sécurité d'Alan, son ami.